Benjamin nukuye ulo. C'est la Benjamin bukuye ulo. Benjamin nukuye ulo. Yote kapwa fe yote libere. Benjamin nukuye ulo. Yote kapwa fe yote libere. Benjamin nukuye ulo. C'est la Benjamin bukuye ulo. Bonjour à tous et bien sûr nous vous l'avions promis, chose due. Aujourd'hui nous avons une émission spéciale commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Une page de notre histoire que nous tenterons de nous réapproprier avec notre invité du jour qui aura laissé son empreinte tant dans le monde de la politique car il fut maire du Robert entre 1989 et 1995, conseiller général du canton du Robert et aussi conseiller régional, que dans celui de la littérature pour ses ouvrages tels que Un hommage à un grand Martiniquais, Camille Darcière, publié en 2009, ou encore Questions sur l'histoire antillaise, 3 essais sur l'abolition, l'assimilation, l'autonomie, publié en 1978. Et si vous l'avez bien remarqué, si vous le connaissez, vous savez de qui nous parlons. Cet invité n'est autre que l'historien Édouard Delépine, que nous saluons. Édouard Delépine, bonjour. Bonjour. J'ai essayé de résumer en quelques mots qui est Édouard Delépine, mais si un de nos invités venait à vous poser cette question, qu'auriez-vous à lui répondre? Si un de nos invités, de nos auditeurs venait à poser cette question, qui est Édouard Delépine? D'abord, je suis un militant qui s'est occupé d'histoire dans le temps, en particulier d'histoire de l'esclavage. J'ai écrit 2 ou 3 ouvrages là-dessus. Je suppose que si vous voulez montrer, ça c'est un ouvrage qui est de la fin des années 70, je pense, sur l'abolition environ, question sur l'histoire antillaise. Il y a un ouvrage qui est un peu plus vieux, c'est sur à la veille du bicentenaire de la Révolution. J'ai fait un truc sur le 22 mai 1848, avec des textes, essentiellement des textes. Ça a été payé par le CRDP. Et plus récemment, j'ai publié, ça fait déjà presque une vingtaine d'années, un ouvrage qui s'appelle 10 semaines qui est brûlé à la Martinique, du 25 mars 48 au 4 juin 48. Et puis, disons que depuis une bonne vingtaine d'années, depuis 98 en tout cas, je me suis beaucoup intéressé aux écrits politiques de Césaire. Les 5 volumes, sur les 5 volumes, j'en dirige 4, de 45 à 2008, c'est-à-dire à la mort de Césaire, avec quelque chose comme 460 textes. Les documents sur lesquels nous reviendrons, si vous le voulez bien, en fin d'émission, car comme j'expliquais au début de l'émission, nous allons parler surtout de cette période qui a marqué notre histoire, qui est l'abolition de l'esclavage, qui est aussi toute la période de l'esclavage qui a vraiment marqué la Martinique. Et avec votre regard d'historien, nous tenterons de comprendre cette lourde période d'esclavage, en fait. Et la première question que nous souhaiterions vous poser est d'où est venu justement cet esclavage? Qu'est-ce qui a conduit à amener des hommes en esclavage? Écoutez, c'est pas l'esclavage, l'histoire de l'esclavage ne commence pas à la Martinique, puis pas en Afrique, enfin plus exactement en Afrique depuis très longtemps, ça fait 3 ou 4 millénaires avant Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la traite telle que nous la définissons, la traite atlantique, et la traite à travers le Sahara, c'est-à-dire vers l'Est. Et c'était beaucoup plus important peut-être, en tout cas ça a duré beaucoup plus longtemps que les 2 siècles. L'esclavage, ça n'a pas concerné que les nègres, il y avait des blancs, il y a les razzias. Au départ, c'était des prises de guerre, des prisonniers étaient faits esclaves dans la Rome ancienne, de la Grèce ancienne. La traite, c'est un phénomène beaucoup plus récent. Ça a commencé vers le milieu du XVe siècle, surtout après le XVIe, XVIIe, avec une période de pointe, c'était le XVIIIe siècle, et jusqu'au milieu du XXe à peu près, jusqu'à 1800, enfin, ça a duré bien après
l'abolition de l'esclavage en 1848 à la Martinique. Mais ça a duré 2 siècles, sur à peu près, 3 siècles essentiellement. Ça veut dire que c'est peu par rapport à l'histoire de l'esclavage, et en particulier l'histoire de l'esclavage des nègres, qui commence bien avant, à plus forte raison, bien avant 1635, mais enfin bon, les Portugais ont été en avance sur les Français, et ils ont commencé au XVe siècle, autour de 1450, 1450 jusqu'au milieu du XVIe, ils ont été pratiquement les seuls, en tout cas les plus importants. Hein. Donc, nous allons plus nous intéresser à quand même cette période sur la Martinique, avec des esclaves on savait qui venaient de la Gorée, en Afrique, des hommes et des femmes de couleur qui quittaient leur pays à bord de bateaux qu'on appelait à l'époque négriers et qui prenaient part, bien malgré eux, justement, à un commerce qu'on appelait à l'époque le commerce triangulaire. En quelques mots, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le commerce triangulaire et en quoi ça consistait? C'est le commerce qui intéresse 3 continents, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, les Amériques, l'Amérique du Sud. Alors, le commerce triangulaire consistait à aller chercher des nègres en Afrique, à les transporter vers les Amériques, c'est-à-dire à l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais aussi les Antilles. Et bon, ça a duré entre, disons, la fin du 15e et le milieu du 19e siècle. Quand même 2 siècles et demi, c'est quand même c'est important. Alors les navires négriers, c'était des navires très, très spéciaux. Et il fallait à la fois pouvoir porter des nègres et il fallait porter des marchandises. À la fois à l'aller pour échanger contre les nègres, mais aussi au retour, il fallait porter des nègres d'Afrique aux Amériques. Et bon, quand je dis aux Amériques, ça veut dire les Antilles y compris. Hein. Oui, oui. Bon. Mais l'Afrique, l'Amérique du Sud, autant que l'Amérique. Bon, les gens probablement ignorent que la capitale de l'olympisme d'ici à 2 ou 3 mois en 2016, ça a été le plus grand port négrier du monde, Rio de Janeiro. Beaucoup plus que Liverpool, beaucoup plus que Nantes, beaucoup plus que Saint-Nazaire ou Marseille. Rio de Janeiro a été le plus grand port négrier pendant toute une bonne partie du siècle. En plus, l'esclavage a duré au Brésil un petit peu plus longtemps qu'ailleurs. L'esclavage n'a été aboli au Brésil qu'en 1888, le dernier pays à avoir aboli l'esclavage aux États-Unis. C'est un commerce qui a été fructueux. Bon, je ne sais pas, c'est vrai, discuter. Les savants discutent beaucoup pour savoir si c'était vraiment un trafic rentable. Vous savez, bon, il n'y a pas longtemps qu'on s'intéresse tellement à l'histoire. Quand moi j'étais étudiant, d'abord on s'intéressait beaucoup plus à l'esclavage dans la société grecque, oui, romaine, que l'esclavage aux Antilles. Mon prof d'histoire ancienne était un petit peu scandalisé quand je lui ai dit que j'avais l'intention de faire un mémoire sur l'histoire du mouvement ouvrier martiniquais, les origines du mouvement ouvrier martiniquais. Il m'a dit, non, vous devriez faire quelque chose sur le marché de Délos au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'intéressait peu. On a commencé à s'intéresser vraiment, si je peux dire, de façon scientifique, à l'histoire de l'esclavage et de la traite à partir des années 60, c'est-à-dire que j'avais déjà laissé la Sorbonne depuis 2 ou 3 ans. Et bon, on a fait depuis, on a appris beaucoup plus au cours des 40 ou 50 dernières années, c'est-à-dire entre 1960 et aujourd'hui, qu'on en savait quand moi j'étais étudiant. D'accord. Mais revenons sur justement le commerce triangulaire. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il y avait des marchandises qui étaient transportées en même temps que les esclaves, donc les hommes de couleur. Non, peut-être pas en même temps, mais les marchandises, on transportait
de l'Europe vers l'Afrique, c'était des marchandises, du coton, des cotons, du fer, des fusils, des armes surtout, des armes blanches, des armes, des fusils. C'était un truc relativement nouveau. On portait ça, du rhum, des alcools, quelques viandes, salées, des trucs comme ça. Mais l'essentiel, c'était en Afrique, sur le port d'Afrique, on embarquait les nègres. Et c'est pas quelques nègres. Alors, c'est vrai que les savants sont très, très partagés quant au nombre de nègres qui ont été transportés. Justement, ils étaient à peu près combien, si vous pouvez nous donner un chiffre? Les évaluations varient entre 60 millions et 12 millions. Moi, les gens comme Pétré Grenouillot, c'est probablement l'un des meilleurs historiens des traites. Je estime environ 11 millions et demi. 11 millions et demi. 11 millions et demi. Bon, 11 millions et demi qui étaient arrivés. Oui. Parce qu'en route, il y avait des révoltes, il y avait les mauvais temps, il y avait, peut-être au total une quinzaine de millions. Au minimum une quinzaine de millions. Donc on peut pratiquement dire que durant les traversées, il y en avait qui décédaient, et quand ils décédaient... évidemment, alors ils décédaient soit de mort, si je puis dire, naturelle, parce que voyager pendant 2-3 mois, le voyage était très long, 2-3 mois, enchaîné pendant une grande partie de la nuit, pas une grande partie, toute la nuit, 2 à 2. Vous avez vu les fameuses images, c'est dommage. Il y a des photos invraisemblables. Les esclaves sont enchaînés 2 à 2. Et il y a un historien anglais, dont le nom m'échappe aujourd'hui, il tenait moins de place qu'un cadavre d'un cercueil. 2 à 2. Oui. Donc vraiment serré dans un petit espace, on peut se l'imaginer. C'est-à-dire, c'était des conditions très, très, très difficiles. Et ceux qui arrivaient étaient vraiment les plus costauds. Voilà. C'était les plus costauds. Oui, et est-ce qu'il y avait un cahier qui était tenu pour dire à peu près... Oui. Heureusement pour les historiens, ça tenait un compte très exact de la quantité de marchandises, c'est-à-dire de nègres transportés. Et c'est ainsi que, alors encore une fois, les chiffres, je ne sais pas, ça fait quand même une trentaine d'années que j'ai laissé l'enseignement. Et donc, les choses ont beaucoup évolué. Je vais continuer de lire beaucoup d'ouvrages sur... je pense que le chiffre que donne Pétré Grenouillot de 11 millions et demi, 12 millions, c'est probablement le plus proche de la vérité. Mais maintenant... Faut en fait encore faire quelques recherches à ce sujet. Une vingtaine de millions au total. Peut-être une vingtaine de millions. Oui, entre ceux qui arrivaient à bon port et ceux qui décédaient, on peut compter... Non, quand ils étaient arrivés au bon port, ceux qui arrivaient, évidemment, étaient en bon état, ou on les mettait en bon état. Avant d'aller sur le marché d'esclaves, il y avait le chirurgien, on appelle le chirurgien, une espèce de médecin, qui tâchait de les remettre en forme, parce qu'ils avaient été un peu abîmés, avec les plaies aux pieds, aux bras, aux mains, et on les mettait on ne peut pas passer de l'huile sur le corps, on nettoyait les plaies, on les rendait présentables. Et les marchés d'esclaves, notamment à Saint-Pierre, c'était quelque chose d'assez impressionnant. D'accord. Et comme nous avons déjà quitté la Gorée, nous sommes déjà arrivés sur l'île de la Martinique, comment cela se passait justement la vente d'un esclave, puisque vous m'avez déjà un peu répondu à la question de comment ça se passait quand ils arrivaient à Bangkok. Alors, c'était pas pareil partout. On sait bien que c'est entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, entre les nègres qu'on vendait sur les côtes de Louisiane ou sur les côtes du nord-est brésilien
puis les Antillais, il y avait des différences. Bon. Pour ce qui concerne la Martinique, c'était sur une place publique, évidemment, sauf le dimanche, parce que le Code noir interdisait la vente des esclaves le jour du Seigneur. Mais enfin, bon, on le mettait sur la place publique, tout nu, évidemment. Et bon, on venait leur tâter les muscles, on allait vérifier leur état, si je puis dire, on allait vérifier. Alors, il y avait, avant de les mettre sur le marché d'ailleurs, passait parfois une bonne semaine, peut-être 2, pour les mettre en forme, hein, pour corriger les dégâts qui avaient été causés pendant le voyage. Hein? C'était un spectacle assez lamentable, enfin. Hein. D'accord. Et nous poursuivons maintenant avec lui et avec justement cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien valait un esclave à l'époque? Écoutez, le prix, ça variait énormément. Alors, parfois, c'était le prix des marchandises contre des marchandises, des esclaves contre des marchandises. Ça coûtait parfois, on mesurait le prix d'un esclave par rapport au prix d'un cheval. Un esclave, ça pouvait valoir 2-3 chevaux ou plus des chevaux, pas de course, hein, des chevaux de train. On les mesurait en livres tournois. Ça variait énormément. Quelques livres tournois, peut-être un millier de livres tournois à l'époque. En gros, ça faisait quoi? Ça faisait quelque chose comme en euros, peut-être de 200-300 centaines d'euros, parfois plus d'un millier d'euros. C'était très variable. Alors, c'est pas simplement de Gorée. Gorée, c'est un marché, entre autres. Oui. Mais c'est la Sénégambie. C'est depuis le Sénégal, mais ça va jusqu'à l'Angola, ça va jusqu'au Congo, ça va la côte de Guinée. C'est toute la côte occidentale de l'Afrique, mais également sur l'Afrique du Sud. Et encore une fois, c'est vrai que c'est un commerce triangulaire, par conséquent, les bateaux négriers, c'est entre les trois, qui naviguent entre les 3 continents. Mais l'esclavage ne peut pas être ramené à ça, parce que les esclaves, il faut aller les chercher. Hein? Parfois, il suffisait qu'un bateau apparaisse, un négrier apparaisse dans le voisinage à une dizaine ou une quinzaine d'heures d'arrivée, et ça déclenchait à terre l'effet de razzia, et les gens partaient à la recherche d'esclaves, à chercher des types, avec une violence inouïe. Il fallait aller chercher des esclaves, il fallait aller trouver des esclaves. La guérilla, c'est pas des blancs qui allaient les chercher. Hein. Parfois il y en avait parmi eux, mais enfin, parmi les envoyés. Alors, on parle de roitelets, de trucs négriers. Non, il y avait des rois nègres importants, qui, dans le royaume, vivaient aussi de ça. On allait chercher les nègres, chercher à l'intérieur, et parfois très loin, à 200-300 km. C'est-à-dire que la traite ne commence pas au moment où le nègre est aborté ça commence parfois dans le sud-saharien, à 200-300 km à l'intérieur des terres, et les nègres arrivent dans des conditions assez pénibles au moment d'être embarqués. D'accord. Vous nous disiez qu'il y avait aussi, quand on vendait le nègre, des échanges de marchandises qui pouvaient se faire. Donc, quel type de marchandises pouvait être proposé? Oui, les armes. Je pensais bien que c'était une chose essentielle pour les Africains, avoir des armes pour pouvoir aller chasser d'autres Africains et puis aller les vendre. Des armes, des fusils, mais il y avait également des vivres, il y avait des tissus, il y avait parfois des trucs considérés comme de luxe, des sacs, des choses de ce genre. Mais il y avait à la fois des matières premières, du fer,
et du plomb, mais également de farine ou des trucs comme ça, parce que fallait nourrir les esclaves pendant un voyage qui durait 2-3 mois. La traite entre les côtes africaines et les côtes américaines, c'était parfois un mois, très rapide, quand c'était très rapide, mais ça durait 2-3 mois. Par conséquent, il fallait pouvoir nourrir les esclaves pendant cette période-là. Et est-ce qu'ils gagnaient au change? On a beaucoup discuté de la rentabilité du commerce. Alors il y a évidemment quelques grands propriétaires de navires négriers qui gagnaient bien leur vie, si on peut dire ça, appeler ça gagner sa vie, mais enfin qui s'enrichissaient considérablement. Mais je ne suis pas sûr que ça a été, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la traite, mais il y a des gens qui estiment que l'exploitation de la terre, par exemple, ou dans les premières manufactures, était beaucoup plus rentable que le commerce des esclaves. Par conséquent, est-ce qu'on peut évaluer ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à la richesse au produit intérieur brut? Je n'en sais rien. Mais il y a des historiens qui estiment que c'était un commerce très aléatoire. D'abord parce qu'il y avait les risques, risques de tempête, de mauvais temps, et par conséquent des navires qui périssaient, risque de révolte, parce que les nègres, ils se révoltaient, et ils réussissaient pas souvent, parce que la répression était terrible. Mais enfin, il y a eu des centaines de révoltes d'esclaves à bord. Et l'armateur qui armait les bateaux négriers, les navires négriers, on n'était pas sûr de ne pas y perdre. D'accord. Et qu'advenait-il des esclaves qui arrivaient en Martinique et qui n'avaient pas été vendus durant l'escale qui avait été programmée? Ils ne repartaient pas vers l'Europe. Non, les esclaves, une fois arrivés, ils étaient vendus à la fin de la période, c'est-à-dire, disons, à partir de l'année 1830, un petit peu après l'abolition de l'esclavage, dans les îles anglaises voisines. Évidemment, à partir du moment où les îles anglaises ont été libérées, les îles, c'est-à-dire notamment Sainte-Lucie et la Dominique pour nous Martiniquais, mais également Antigua, ça devenait des refuges pour les nègres marrons. J'ai beaucoup évoqué ça dans le voyage que je fais sur le marronnage à Sainte-Lucie, les nègres qui partaient vers Sainte-Lucie et la Dominique. C'est à la fois, ça devenait plus cher, mais c'était pas facile pour les patrons. C'est devenu de plus en plus difficile, disons, entre 1835 et 1848. Le commerce était probablement beaucoup moins rentable que ça pourrait en avoir été, disons, au XVIIe ou au XVIIIe. D'accord. Et une fois vendu et conduit sur l'habitation de son nouveau maître, donc de son propriétaire, comment était la vie sur les plantations? La vie sur les plantations était vraiment très dure. Le Code noir fixait très exactement le cadre, si je veux dire, de la vie sur l'habitation. Alors, d'abord, les esclaves étaient répartis selon leur qualité, ou leur qualité supposée. Les plus costauds étaient ceux qui étaient affectés dans les cannes, les champs de cannes. Mais il y avait aussi on estime environ 45%, peut-être parfois plus, qui étaient employés dans les cannes. Mais aussi, il y avait des champs
de coton, il y avait du café, il y avait du cacao, il y avait parfois des usages domestiques autour de la maison pour nettoyer la maison, des esclaves de jardin. Bon, mais les conditions de travail étaient très très pénibles, souvent au fouet. Bon, au début, de ce point de vue, le Code noir, qui est effectivement, probablement, un des documents les plus sinistres. Nous reviendrons sur le Code noir, comme nous sommes un petit peu en train de parler c'est le Code noir qui organise le travail. Nous continuerons un petit peu à parler un petit peu sur la vie des habitations, puisque nous savons que le Code noir est arrivé dans le XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle, entre 1640 et 1640. Je vous disais que peu avant la pub, nous étions en train de parler de la vie dans les habitations. Et vous nous disiez que la vie dans les habitations était vraiment régie par le Code noir. Et nous savons qu'il y avait des méthodes d'intimidation. Nous savons que le Code noir a été érigé à la demande du roi Louis XIV par Colbert. Donc, que pouvez-vous nous dire justement par rapport à ce Code noir? Non, excusez-moi. Ce Code noir, c'est un document, évidemment, qui est jugé en général très sévèrement par les historiens. Mais je rappelle que j'ai pas pensé à le porter, mais il y a des avocats, notamment à la fin de l'esclavage aboli, après la révolte, après 1823 et encore après 1831, des avocats qui défendent des nègres et qui invoquent le Code noir pour faire condamner les maîtres, et qui arrivent à faire condamner les maîtres. Bon, donc c'est vraiment pas un cas de défense des Noirs. Mais enfin, les esclaves, le principal instrument de travail, si je veux dire, c'est le fouet. C'est le fouet. C'est-à-dire que, vous avez vu certainement des images, des trucs absolument invraisemblables. Un esclave battu, à coups de fouet, avec un certain nombre de coups de fouet, 10, 20, 30, 40, 50 coups de fouet. Bon, et puis le travail commence normalement entre 8h et 9h le matin. Ça se poursuit pratiquement jusqu'à la tombée de la nuit, un peu avant la fin de la nuit. Bon, le travail au champ. Les esclaves domestiques, c'est-à-dire ceux qui travaillent à l'intérieur de la maison, sont d'une certaine manière, si je veux dire, privilégiés. Ça ne veut pas dire que leur vie soit facile. Mais enfin, par rapport à ceux qui travaillent dans les champs, par rapport à ceux qui travaillent dans les cannes en particulier, ça n'a rien à voir, parce que c'est très, très, très dur. La moindre faute est punie sévèrement. Bon, parfois, les révoltes sont punies, la peine, c'est souvent la peine de mort. Le Code noir va peut-être permettre de réduire ça, parce qu'avant le Code noir, c'est-à-dire avant 1685, il n'y a absolument aucune espèce de protection. Le maître est absolument maître de son esclave, et il peut faire n'importe quoi, il peut le tuer, le vendre, il n'y a aucune limite à son pouvoir. Il est la propriété de son maître. Bon, le Code noir va, si je puis dire, réduire cette dimension-là. Mais le Code noir va aussi obliger les maîtres à fournir un minimum de nourriture à leurs esclaves. Et le Code noir définit la quantité de nourriture qui doit se réserver aux esclaves et aux enfants en dessous de 10 ans. Le Code noir comprend aussi pour les esclaves qui ne sont plus en état de travailler, qui sont trop vieux. Et on devient vieux très, très vite. Tu as à 40 ans, un esclave est, si je puis dire, fini. Mais enfin, quand il est infirme, quand il ne peut plus travailler, il est théoriquement à la charge du patron. Et qu'advenait-il de ce genre d'esclave qui était fini, justement?
Oui, enfin non, quand il ne pouvait plus travailler. Mais Voilà, quand il ne pouvait plus travailler, qu'est-ce qu'on faisait? C'était au bout du rouleau, quand il ne pouvait plus aller travailler au champ. Le maître était obligé de le garder et de le nourrir, de continuer à le nourrir. Bon, parfois, c'est des choses assez... Vous savez que certains maîtres accordaient, si je puis dire, à leurs esclaves la possibilité de travailler à un bout de l'open terre pour se nourrir, c'est-à-dire pour planter des légumes, etc. Le Code noir punissait cela, c'est-à-dire que le maître ne pouvait pas permettre aux esclaves de travailler pour se nourrir, si vous voulez. Oui. Et le maître était obligé de donner une certaine quantité de nourriture à l'esclave. En fait, il y avait des tricheries permanentes. Les esclaves souvent travaillaient le dimanche. Chose que le Code noir interdisait justement à l'époque. Le Code noir interdisait. Oui, ils avaient quand même droit à un petit jour de repos. Mais évidemment, il y avait un jour théoriquement. Vous savez, les articles du Code noir, c'est peut-être une des choses sur quoi Césaire a beaucoup insisté sur ça, mais le début du Code noir, les premiers articles du Code noir obligent à baptiser l'esclave, c'est-à-dire à lui faire renoncer à sa religion d'origine. Et c'est pourquoi justement c'est le fait de l'obliger à renoncer à sa religion? Bon, est-ce que c'est la signification, est-ce que ça a une signification particulière? Mais c'est une des contradictions de l'esclavage. C'est-à-dire que les premiers articles du Code noir, ça considère s'ils peuvent être convertis, ça veut dire que ce sont des hommes. Par conséquent, d'une certaine manière, c'est la reconnaissance de leur humanité. Alors avec des considérations absolument invraisemblables. En réalité, les esclaves étaient trop heureux d'être convertis puisque ça leur permettait, s'ils n'étaient pas convertis au catholicisme, ça veut dire qu'ils demeuraient des païens et qu'ils étaient condamnés directement à l'enfer. Alors, quand on les baptisait, par conséquent, on leur permettait d'aller au paradis, éventuellement. C'était des choses absolument incroyables. C'est vrai que, sur les 80 articles du Code noir, il y en a une bonne vingtaine, une trentaine même, qui définissent les conditions dans lesquelles les esclaves doivent être traités, y compris après leur mort. Un esclave qui mourait après avoir été converti, il avait droit à un enterrement très particulier. Il pouvait être enterré en même temps que des libres, dans le même cimetière. S'il n'avait pas été converti, il était foutu en terre n'importe où. Et c'était très, 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 très distinct, très difficile. Oui. Donc, nous sommes en train de parler de la conversion des esclaves, mais comment ça se passait quand arrivait le moment, une fois qu'ils étaient baptisés, ils devaient quand même avoir sans doute une instruction, une éducation religieuse. Comment ça se passait au niveau de l'habitation? Alors, c'est un des problèmes. C'est un des problèmes qui va se poser surtout à la fin de la période esclavagiste. Et même après la fin de l'esclavage, le problème de l'instruction religieuse, de l'instruction d'une manière générale, ça se passait, pas toujours très bien, parce que c'était pas facile pour les curés d'arriver à l'habitation. Et les maîtres considéraient parfois le curé comme un empêcheur de tourner en rond. C'est-à-dire, je ne dirais pas que les curés étaient des ennemis des maîtres, mais les maîtres ne les aimaient pas beaucoup. D'où la popularité de prêtres, le frère Arthur, par exemple, à la Martinique. On ne les aimait pas beaucoup, d'une manière générale. Les maîtres ne les aimaient pas beaucoup, les curés. Et qu'est-ce que le frère Arthur, puisque vous en parlez, a fait de particulier? C'est un des meilleurs, c'est pas le meilleur, si on peut dire. Mais enfin, il attachait beaucoup d'importance, d'une part, à l'instruction des esclaves, l'instruction des enfants. D'autre part, à la protection des esclaves. Il était
il n'était pas porté à pardonner au maître n'importe quoi sous prétexte qu'il était le maître. Et ça a été un des rares. Bon, il y en a probablement d'autres. Enfin, c'était un homme très respecté par les esclaves. D'accord. Quels étaient les droits et les devoirs des esclaves s'il en existait avec ce code noir? Ou en fait, en général? De droits, il n'en avait pas de droits. Parce qu'on peut considérer comme un droit le fait que le maître doit lui fournir de quoi se nourrir. Bon, je sais pas, le maître doit les nourrir. Il doit leur fournir une certaine quantité de viande, de farine, de morue, de poisson, enfin, c'est un droit. Le maître est obligé. Alors, ce n'est pas les esclaves, non, la condition de vie des esclaves, ce n'est pas du tout pareil. D'abord, même à la Martinique, entre ce qui se passe au Marin, ce qui se passe à Saint-Pierre, au Marigot, au Lorrain, et puis, c'est très différent selon les maîtres. Mais les esclaves, dans les îles anglaises, par exemple, dans cet ouvrage que j'écris sur les 10 semaines qui est bon à la Martinique. Nous reviendrons dessus, justement, pour... Mais il faut que je vous signale ça tout de suite, là. Oui, allez-y. Il y a des esclaves qui sont dans des conditions, notamment dans les îles. C'est l'une des choses qui m'a décidé à travailler sur l'esclavage, que je suis allé à Seine-Croix et puis à Victoria. J'ai vu des trucs qui étaient, en tout cas que je ne connaissais pas à la Martinique, je n'avais jamais connu à la Martinique. Les esclaves avaient un certain nombre de facilités dans le relation avec les maîtres que nous ne connaissions pas à la Martinique, que nous n'avions pas à la Martinique. C'est ce que c'était. Ça ne les a pas empêchés de se révolter. Avec Haïti, probablement, c'est là où il y a eu, dans les Antilles en tout cas, la plus grosse révolte. Mais ça n'a pas eu les mêmes conséquences que le 22 mai à la Martinique. Ceux qui se sont révoltés en juillet 48, on les a pris, on les a fusillés. Enfin, on a pris une quarantaine d'entre eux, on les a fusillés. Ça a été aboli, l'esclavage. Oui. Mais on a fusillé ceux qui s'étaient révoltés pour ça. D'accord. Les hommes libres ou de couleur qui étaient métissés, comment était la vie pour eux sur l'île, en fait? Les hommes libres, ils étaient libres, enfin, oui, c'est vrai, ils n'avaient pas les chaînes aux pieds, mais ça n'a pas été facile pour eux. Et ça n'a pas été facile pour eux, pas simplement pendant la période esclavagiste, c'est-à-dire avant l'abolition, mais jusque dans les années 70, jusqu'à la fin du 19e, même plus tard que ça, jusqu'au début du XXe siècle, les hommes, ceux qui étaient les descendants des hommes libres, n'ont pas toujours été, d'abord, ils n'étaient pas considérés comme des égaux. La loi faisait des égaux, des citoyens libres, mais la réalité, c'est que il y avait très peu de liberté, en tout cas par rapport à ça. Nous avons bénéficié en particulier à la Martinique, mais c'est une situation assez exceptionnelle. Les hommes libres à la Martinique, à partir de, disons, le 1872-73, c'est-à-dire à partir du moment où la restauration de la République, nous avons réussi à imposer à la Martinique l'école laïque publique gratuite, bien avant la France. C'est-à-dire que les hommes libres de la Martinique ont créé le lycée Schellcher, dont on parle beaucoup ces jours-ci, mais il faut rappeler ça. Le lycée Schellcher, c'est nous qui l'avons créé, c'est le Conseil général de la Martinique, avec aucune aide du gouvernement français. C'est nous qui l'avons créé. De 1871 à 1881, le lycée Schellcher, c'est une création
le premier lycée, qui ne s'appelle pas un lycée Schellcher encore, Oui, encore que oui. il a été inauguré un 21 juillet, c'est-à-dire la date de naissance de Schellcher. Mais ce lycée Schellcher, le premier lycée de la Martinique a été construit avec le fric des Martiniquais. Et bon, contre les propriétaires blancs, pas tous, mais les propriétaires blancs étaient contre, l'Église était contre. Oui. Et bon, nous l'avons imposé, ce lycée. Nous l'avons imposé. Une question qui nous vient justement, si un esclave, malgré ce qui était porté dans le Code noir, malgré le fait qu'il n'avait que des devoirs, qu'il n'avait pas vraiment de droits, refusait de se soumettre à un de ces articles ou refusait d'accepter... la punition, c'était très variable. C'est des coups de fouet, un certain nombre de coups de fouet, à la mort. Hein, bon, la mort, c'était une donnée permanente. L'esclave révolté, la peine, c'était la mort. Ah bon, il y avait il y a des degrés de hiérarchie. Bon, parfois, on lui coupait une oreille ou les deux oreilles, on le marquait d'une fleur, on lui posait le premier jour une fleur de lys sous l'épaule gauche, et puis s'il partait une deuxième fois, on lui posait une fleur de lys, on lui coupait les mains, on lui coupait, enfin, et c'était horrible. Vous nous parliez du marronnage, donc oui. On sait qu'on parle avec le marronnage des nègres marrons. Donc quand le nègre fuyait, comment ça se passait? Je suppose qu'on devait partir à sa recherche, donc qu'est-ce qui se passait sur le retour? Oui, c'était une pratique. C'est une pratique courante. Enfin bon, en tout cas, il y a des tentatives de marronnage. Il y en a eu depuis les premiers jours de l'esclavage, jusqu'à 48, c'est-à-dire à la veille de l'abolition. Et il y a eu le marronnage, c'est une tentative, une tentation permanente des esclaves. Bon, les retrouver. Bon, ils étaient obligés d'aller à la fois assez loin pour ne pas être retrouvés tout de suite, mais pas trop loin pour pouvoir éventuellement aller récolter des fruits qu'ils avaient plantés, aller voler littéralement. Voilà, c'est le terme qu'on peut employer, voler. Voler. Mais c'était très difficile. Alors, mais chez nous, bon, il y a des marrons, des tentatives de marronnage importantes. Mais enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé en Haïti ou ce qui s'est passé en Jamaïque ou dans les autres îles anglaises ou à Cuba. C'était de véritables guerres parfois. Vous avez parlé des nègres marrons qui arrivaient à quitter le département. Une fois qu'ils quittaient le département, est-ce qu'ils allaient pour chercher d'autres esclaves libres pour venir libérer les autres? Non, enfin, ou qu'est-ce qu'ils se faisaient justement? Je ne connais pas, non. Ils allaient parfois pour essayer d'aider, par exemple, à Haïti, entre 91, en fait, le début de la révolte, la révolution haïtienne, jusqu'à 1803. Il y a des nègres martiniquais qui partaient, et des libres martiniquais aussi, qui partaient pour aider les Haïtiens. Bon, mais les nègres, ils partaient pour échapper à l'esclavage, notamment, encore une fois, après l'abolition des îles anglaises, à Sainte-Lucie et à la Dominique. Bon, il y avait des centaines. Il y a un roman, j'ai proposé à San Palsi d'en faire un film, Yuma. C'est l'histoire de nègres qui partent comme ça. Et c'est une tentation permanente. Mais après 1833, après 1835 surtout, ce sera une tentation permanente pour les nègres, foutre le camp, rejoindre Sainte-Lucie, rejoindre la Dominique. On les accueillait,
pas comme nous accueillons les Saint-Luciens ou les Dominicains aujourd'hui, avec mépris souvent. Bon, mais ils étaient accueillis, on les applaudissait. Parce qu'ils étaient vraiment des combattants. C'était des gens de la liberté. J'ai écrit 2 ou 3 papiers sur ça d'ailleurs, comparer l'accueil que les esclaves, les esclaves libérés, les affranchis, nous réservaient en 1835, entre 1835 et 1848, les Dominicains aussi, l'accueil qu'ils nous réservaient aussi après 40 aux dissidents qui partaient en Afrique, et puis l'accueil que nous leur réservons quand ils viennent à la Martinique. Nous avons tendance à les considérer comme des intrus, comme des salopards qui viennent nous prendre notre manger. De ce point de vue, nous avons été parfois en dessous de tout avec nos amis haïtiens, haïtiens surtout, pour lesquels il y a un véritable, pour prendre une très longue période, du mépris. Alors que, les Haïtiens, je pense que Césaire nous a beaucoup aidé à découvrir Haïti, à voir ce que c'est Haïti. Mais c'est vrai, c'est un exemple extraordinaire. La lutte des Haïtiens pendant 12 ans, 13 ans pour leur liberté, je ne connais pas. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité où des nègres, des esclaves, aient réussi cette performance. Nous savons qu'il y a eu une première abolition de l'esclavage en 1792. Nous savons 94 précisément. Je me trompe avec tous ces chiffres. Et nous savons qu'en Martinique et en Guadeloupe, c'était un peu différent. Oui. Donc, non, nous, la loi était valable pour la Martinique également. Mais il se trouve que les Anglais avaient occupé l'île et par conséquent, ils mettaient un esclavage, tandis qu'en Guadeloupe, les esclaves ont été libres pendant 8 ans, puisque quand l'esclavage a été rétabli en 1802, il y a eu une révolte d'esclaves en Guadeloupe, qui est certainement l'une des plus grandes révoltes qui ait jamais eu lieu aussi dans les Antilles françaises. En mai 1802, il y a eu quelque chose comme 10 000 morts en 3 semaines. 10 000 morts. Nous savons qu'effectivement, c'est les Noirs qui étaient enfin libérés en 1794 étaient quand même devenus des officiers, ils ont vraiment pris part à la vie. Ils étaient libres, ils étaient libres. C'était pas facile non plus, mais enfin, les maîtres étaient partis souvent où ils avaient été exécutés. Les maîtres étaient partis, ils étaient venus à la Martinique, où ils étaient descendus jusqu'à Trinidad. Et les esclaves se sont libérés entre 1994 et 1802. C'était pas, encore une fois, c'était pas facile. Mais pendant 8 ans, les esclaves guadeloupéens ont été libres et ça n'a pas été facile de les reprendre. Donc, aujourd'hui, le mémorial qui a été inauguré récemment en Guadeloupe est une chose merveilleuse parce que les Guadeloupéens ont gardé le souvenir de cette révolte. Et, je crois que c'est une chose extrêmement importante dans l'histoire de la Guadeloupe. Nous n'avons pas eu la chance. Il y a eu des révoltes à la Martinique, il y en a depuis le début de la colonisation. Les Martiniquais ont été colonisés beaucoup plus tard que les autres Antilles. De 1664 à 1848 ou à 1831 pour la dernière révolte au Caraïbes. Il y a eu une demi-douzaine de révoltes de Martiniquais. Mais enfin, rien qui ressemble à ce qui s'est passé en Guadeloupe
en 1802, ce qui s'est passé à la Jamaïque en 1832, ce qui s'est passé à Cuba en 1846. Enfin, il y a dans toutes les Antilles, il y a de très grosses révoltes comme ça. D'accord. Et quand la Martinique était quand même restée sous l'occupation anglaise, les Martiniquais, enfin les esclaves martiniquais qui étaient au courant du fait qu'en Guadeloupe c'était libre, ils étaient libres, comment ça se passait pour eux pendant cette période-là? Ben non, ça ne changeait rien du tout. Ils étaient esclaves, il y avait peut-être un petit peu plus de tentatives de marronnage, notamment en 1800-1801. Mais bon, ça n'avait rien changé pour eux. Ça n'avait jamais rien changé pour eux. La période, nous avons été battus, enfin, disons, les républicains ont été battus quelque part au Robert en 1793, au Verpré. Et puis, ils sont restés esclaves. Effectivement, nous sommes dans notre émission sur Nord FM, spéciale commémoration de l'abolition de l'esclavage, avec notre invité, Édouard Delépine, qui est historien, qui a aussi laissé son empreinte, comme je le disais en début d'émission, dans le monde de la politique, car il fut maire du Robert, et aussi au niveau de la littérature, car il nous a gratifié de quelques ouvrages. Un autre ouvrage dont il nous parlera aussi en fin d'édition. Nous reviendrons avec lui sur cet ouvrage. Mais pour l'heure, nous continuons notre commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et dès le début de notre émission, nous avons vu avec lui toute vraiment l'étape qui a conduit les premiers esclaves arrivant en Martinique, donc qui sortaient d'Afrique. Ils arrivaient en Martinique grâce au commerce triangulaire. Je dis grâce au commerce triangulaire. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Ils sont arrivés, ils ont été vendus. Donc, on a su qu'ils ont été vendus pour des fois juste le prix de 2 chevaux ou éventuellement d'un petit peu de coton, d'un petit peu de sucre, d'un petit peu de canne. Enfin, on sait qu'ils ont été vendus pour certaines choses, donc de la marchandise. Et bien sûr, cette marchandise qui était vendue arrivait sur les habitations. Nous savons qu'il y a eu différents types d'esclaves, ceux qui étaient affectés justement au champ et aussi ceux qui étaient affectés à la maison, donc qui travaillaient dans les maisons. Et nous avons parlé aussi du Code noir, donc de ce que ça représentait, le Code noir, quand il a été édité en 1680, vraiment mis en place 80, voilà, ça a commencé à être édité en 80, mais mis en place en 85. Un édit qui a été réalisé par Colbert sous l'impulsion du roi Louis XIV. Nous avons vu avec lui en long, en large un petit peu de quoi parlait le Code noir. Nous avons vu aussi les esclaves marrons, ceux qui quittaient la Martinique pour aller aider les autres qui étaient en rébellion ou qui fuyaient un petit peu pour éviter d'être repris. Maintenant, nous allons nous approcher tranquillement, doucement, mais sûrement du 22 mai. Nous avons vu aussi avec lui la première abolition de l'esclavage qui a eu lieu en 1794. Avec lui, nous avons compris qu'en Martinique, nous n'avons pas vraiment pu bénéficier de cette abolition, de cette première abolition, car la Martinique était sous l'occupation anglaise. Et bien sûr, en Guadeloupe, il y a eu ces Noirs qui ont pu bénéficier de cette liberté de 1794 à 1802. Nous avons vu comment ils ont pu vivre un petit peu ce temps de liberté malgré les difficultés avec Édouard Delépine. Et maintenant, nous savons que l'esclavage a été maintenu en Martinique malgré tout. Certaines grandes dates sont à retenir. Et nous savons que, par exemple, en Martinique, la soumission a été quand même des plus totales puisque nous n'avons pas pu être libérés. Mais en quelque sorte, il y a eu quand même différentes rébellions, différents soulèvements des esclaves jusqu'à ce fameux 1848 où, avant la promulgation de la loi du 25 avril 1848, nous savons, grâce à un ouvrage produit par Édouard Delépine, 10 semaines qui ébranlèrent la Martinique, 25 mars au 4 juin 1848. Et avec vous, Monsieur Delépine, nous verrons qu'est-ce qui s'est passé durant ces 10 semaines. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Non, je crois que c'est une question extrêmement importante pour nous. C'est que le 22 mai a fini par remplacer littéralement le 27 avril. Moi, j'étais frappé d'une chose cette année. Vous, probablement pas, parce que vous n'avez pas connu cette période-là. Mais le 27 avril, pour nous, c'était quasiment une note sacrée. Le 27 avril, nous fêtions ça, l'abolition de l'esclavage.
je me suis battu dans les rues de Fort-de-France en 1948, j'avais 16 ans, parce que, bon, nous étions les seuls Français, nous considérions comme les seuls Français. Et quand les gaullistes à l'époque, le RPF, a voulu célébrer le 27 avril, a voulu marquer déposer une gerbe au monument de Schellcher dans la cour du palais de justice. Bon, les jeunesses communistes, je appartenais aux jeunesses communistes à l'époque, qui s'appelait l'UJRF, l'Union de la jeunesse républicaine de France. Nous avons organisé une manif dans les rues de Fort-de-France. D'abord, à ce qui aujourd'hui est l'avenue Jean Jaurès, ensuite du côté de la rue de la République, du côté de Schellcher, ensuite devant le monument de Schellcher à la rue de la République, enfin devant la statue. Il y a eu des bagarres. Bon. Le 27 avril de cette année est passé. Je n'ai pratiquement pas entendu parler. Je dis, peut-être que je suis très pris par autre chose et que je ne regarde pas. Mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas du tout parlé. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas avoir été frappé par quelque chose qui se soit passé le 27 avril. C'est pas imaginable, non? Maintenant, c'est le 22 mai qui est la date officielle de l'abolition de l'esclavage, parce que nous l'avons voulu ainsi. Moi, ça me paraît une profonde injustice. Moi, ça me paraît une chose absolument, qui était inconcevable pour les gens de ma génération, en tout cas. Et il y a une cinquantaine d'années. Et bon, la révolution, c'est pas nous. Si vous voulez, il y a des documents. J'ai malheureusement oublié un carton d'archives. Il y en a une douzaine, vous les avez peut-être vus à la maison. Il y a 12 cartons avec, je ne sais pas combien de pièces. Probablement plus d'un Vraiment millier. Des documents historiques. Oui, ouais. Mais il y a notamment un rapport du gouverneur de l'époque qui a visité la Martinique à la fin du mois de décembre et en février 1948, c'est-à-dire un petit peu avant la Révolution. Et la Martinique semble tranquille, enfin il n'y a pas de gros problèmes, il ne semble pas y avoir de gros problèmes. Et puis le 25 mars 1948 arrive à la Martinique la nouvelle qu'il y a la révolution à Paris. Le 25 mars, on ne sait pas encore qu'il y a le décret du 4 mars qui abolit l'esclavage en principe. Mais on ne sait pas encore. Mais on sait qu'il y a la révolution. Et à partir du 26, c'est-à-dire le journal officiel qui paraît le 26, le courrier de la Martinique qui paraît le 27 ou 28, annonce pratiquement l'abolition, à la fois la révolution, mais l'abolition probable de l'esclavage. Et ça va véritablement changer la Martinique. Dans toutes les communes de la Martinique, depuis Grand-Rivière jusqu'à Sainte-Anne, dans toutes les communes de la Martinique, les esclaves estiment, quand ils apprennent la nouvelle, qu'ils sont libres. Le premier bateau est arrivé le 25. Et il y a des manifestations pratiquement de toutes les communes, y compris au Lorrain. Il y en a qui sont parfois très violentes, notamment en avril, au moment de la Semaine Sainte. Le vendredi saint, vous n'avez peut-être pas connu ça, vous, mais de mon temps, moi, quand j'étais môme, enfant de cœur, au François, le vendredi saint, il y avait l'habitude de battre Judas. On battait Judas, c'est-à-dire on allait avec des cailloux, on allait avec des poches pleines de cailloux, de trucs comme ça. On commençait à frapper sur les bancs pour battre Judas. Et à l'époque, c'est une espèce de carnaval, si vous voulez. Battre Judas, ça consistait à faire des effigies, des bois-bois, des effigies, des salopards, enfin des maîtres considérés en particulier comme les plus violents, ou en tout cas ceux à qui on avait beaucoup de choses à reprocher. On faisait leur bois-bois. Oui. Et les gens allaient cracher dessus, allaient jeter battre Judas, un grand coup de bâton, etc. Et dans certaines communes, notamment à Casse-Vilotte, ça a été particulièrement violent, au point qu'on a dû chasser de la mairie, le maire de Casse-Vilotte, qui s'est réfugié à Saint-Pierre, et qui n'a jamais pu remettre les pieds à Casse-Vilotte.
Bon, et dans toutes les communes, pratiquement au Robert, notamment, mais aussi à Sainte-Marie, mais aussi au Lorrain, Carbet, il y a eu des manifestations, et les manifestations ont continué bien après la Semaine Sainte, jusqu'au 22 mai. Jusqu'au 22 mai, parmi les interdictions qui frappaient les esclaves, une interdiction, je ne sais pas si c'était une interdiction, mais enfin, je connais du tambour, jouer au tambour le soir, c'était une pratique courante. Des esclaves à la Martinique ont essayé de jouer au tambour, le maître est venu, il a bousillé ça. Et les esclaves se sont révoltés. Quand on est venu arrêter le nègre qui avait joué au tambour contre la volonté qu'on du maître. appelle l'esclave romain. Oui, voilà. Et on a ça pour que les nègres l'ont accompagné à Saint-Pierre, à la prison. Là, et pendant toute la journée, la manif a duré. Et on a fini par libérer celui qui faisait fonction de maire, si vous voulez, à ce moment-là, Porric Papi, a libéré les nègres. Mais au retour, sur le chemin du retour au prêcheur, la manifestation a été attaquée par les hommes du maire, un maire qui est particulièrement réactionnaire, Huc, qui n'avait pas accepté cette abolition, qui n'acceptait pas ça. Et il y a eu les morts. Et les morts sont revenus, les esclaves sont revenus avec leurs morts sur Saint-Pierre, et ils ont fichu le feu à la maison de Sanois, où s'étaient réfugiés beaucoup de Blancs. Parce que, effectivement, les Blancs avaient peur, et qui étaient du Lorrain d'ailleurs, c'est des abbayes. Quand il a tiré sur les nègres qui manifestaient devant la maison de Sanois, les nègres ont défoncé la maison. Et puis, on avait enfermé les femmes et les enfants à l'étage. Oui. Les nègres ont défoncé et ils ont cassé les escaliers. Il y a quelques blancs qui ont réussi à s'échapper par les fenêtres. Mais enfin, la ville était littéralement en feu. Et le 23, le gouverneur a dû capituler, a dû accepter l'abolition de l'esclavage en s'appuyant sur le décret du 4 mars. Mais le décret du 27 avril qui abolissait l'esclavage n'est arrivé à la Martinique que le 4 juin. C'est-à-dire que le décret est arrivé à la Martinique une quinzaine de jours après l'abolition de fait. Or, dans le décret tel qu'il était prévu, l'esclavage devait être aboli 2 mois après, c'est-à-dire que nous avons aboli l'esclavage, 2 mois et demi avant qu'il ne vienne. Ça devait être 4 juin, 4 juillet, 4 août, ça devait être le 4 août. Et nous, on a obéi, si bien qu'à partir des années 60, je peux dire exactement à quel moment, mais il y a eu un historien martiniquais, qui était un homme politique aussi, Armand Nicolas, qui a fait une petite brochure, en tout cas qui m'a appris beaucoup de choses à l'époque. Même si quand j'ai étudié la question, j'étais en désaccord avec lui sur un certain nombre de choses, mais je pense que ça a été une véritable révolution. Ça ne veut pas dire que c'était une nouvelle. Césaire, de son discours de 48, qui est un discours célèbre, annonce que il dit l'impétuosité nègre, Schellcher avait fait abolir l'esclavage le 27 avril, l'impétuosité nègre fait le reste. C'est pas le reste, c'est l'essentiel. Je veux dire, c'est vrai que l'esclavage a été aboli avant que l'on soit connu en la Martinique le décret. Mais si le décret du 27 avril n'était pas connu, le décret du 4 mars l'était. Le décret du 4 mars l'était. Et même après, c'est-à-dire entre le décret du 4 mars, ça a dû arriver ici le 10 avril, je crois, ou quelque chose comme ça, un peu, en tout cas avant la Semaine Sainte. Et ça a provoqué, c'est une chose, mais il n'y a pas eu d'abolition, il n'y a pas eu de manifestation en Guadeloupe, il n'y en a pas eu en Guyane, il n'y a pas eu à la Réunion, il n'y a pas eu en Afrique, et l'esclavage a été aboli quand même. Alors nous avons décidé
que c'était nous qui avions aboli l'esclavage et que ça n'avait rien à foutre de ce que Schellcher avait pu faire le 27 avril, etc. Que le 27 avril n'existe pas, que c'est une invention des fois. Bon, et ça, c'est une chose que j'ai toujours très difficilement acceptée, y compris quand mes amis du PPM ont décidé de faire du 27 avril, du 22 mai, la date de la fête nationale de la Martinique, en 70, en septembre 70, me semble-t-il, puisque le 22 mai 71, il y a eu pour la première fois la grande fête nationale, enfin la grande du PPM, j'étais pas au PPM à l'époque, on considérait comme la fête nationale, ce qui est certainement une chose, enfin en tout cas moi à l'époque, j'ai écrit ce livre-là, entre autres. J'ai écrit ce livre-là pour dire que Camille, qui est un copain, qui est un condisciple, on était au lycée ensemble, que Camille avait tort. La fête nationale est devant nous, c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais indépendantiste en plus. Je disais, la fête nationale, on la fait trop quand nous serons indépendantes. Quand nous serons indépendants, nous ne pourrons pas faire la fête nationale, alors que on est encore une colonie française. Bon, enfin bref. Mais c'est vrai que la transformation de cette date du 22 mai, elle est devenue, si je puis dire, effective. En tout cas, elle a considérablement aidé à faire de 22 mai une date essentielle, fondamentale de l'histoire de la Martinique. Et bon, je crois que ça continue d'être jusqu'au 22 mai. Moi, j'emmenais mes élèves, quand j'étais au lycée, j'emmenais mes élèves le 22, enfin la semaine de Pâques, le jeudi saint, un petit peu un provocateur, on partait le jeudi saint et on revenait le lundi de Pâques. Le jeudi, on allait au Mont-Rouge. Le vendredi, on montait à la montagne Pelée, on allait au gorge de la falaise, entre le Lorrain et la Joupa-Bouillon. On allait au gorge de la falaise, parce que c'était un truc formidable. Le samedi, on allait à la montagne Pelée, et le dimanche, on allait à Prêchant avec mes élèves pour, à l'époque, je crois, que ça faisait 5 francs. 5 francs pour les 4 jours, moins d'1 euro. Pour les 4 jours, on dormait dans un refuge au Mont-Rouge. Et puis, il y a les bus, il y avait pour c'est vrai qu'on peut dire qu'on s'éloigne un petit peu de notre sujet du jour, mais pourquoi vous organisiez justement ce genre de rencontres? Vous montrez aux élèves d'abord. Non, c'était pas d'histoire, mais aussi de géographie. Oui. C'est-à-dire, on allait au gorge de la falaise parce que d'abord c'est magnifique. Puis on n'a pas beaucoup de lieux aussi spectaculaires ici à Martinique, les gorges de la falaise. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, ça vaut le coup d'y aller. Et puis, on allait à la montagne Pelée, parce que, vraiment, la montagne Pelée, c'était ça. Mais moi, j'ai organisé ces séances-là, c'était fondamentalement pour aller sur les traces en les chemins romains, c'est-à-dire, sur la route de la Révolution de l'octobre. Je pense que c'est une chose que j'ai arrêté de faire ça, je crois, en 69 ou 70, parce que il y a un gosse qui s'était blessé, enfin, il s'était tordu le pied, il ne s'est pas cassé le pied sur la montagne Pelée. Et mais à l'époque, il n'y avait pas tous les problèmes d'assurance, ça commençait à se poser, on ne connaissait pas ça. Nous, on ne s'était jamais occupé de ça. Donc, les conditions avaient changé, puis c'est aussi, mes difficultés avec les partis communistes, des trucs comme ça. Ça, c'est le monde de la politique. Nous ne retournerons pas sur ce terrain. J'ai pu recommencer, mais enfin, j'ai continué par la suite, non plus à l'école, mais avec Jacques, Jeunesse d'Avant-Garde, avec le GRS. Chaque année, je faisais une expédition aux prêcheurs pour célébrer le 22 mai.
Nous parlons du 22 mai, mais nous savons que sur Fort-de-France, c'est la seule ville, la seule commune de Martinique où il est apposé une rue, mais pas une rue du 22 mai, mais une rue du 23 mai. Pourquoi cette rue du 23 mai? Mais bon, à l'époque, justement, le 23 mai, c'est la date d'abolition. C'est-à-dire que le gouverneur Rostellan proclame l'abolition de l'esclavage. L'esclavage est aboli en tenant compte du décret du 4 mars, comme une terre française ne peut plus porter d'esclaves. Donc le 23 mai, c'est à l'époque, c'était mon prof d'anglais à l'époque, s'appelait Gabriel Henry. C'est un monsieur respectable, c'est vraiment pour lequel non seulement du respect, mais de l'admiration, parce que c'est le premier prof que j'ai connu, si vous voulez. C'était un militant communiste, un dirigeant communiste à l'époque, mais sur les questions d'histoire en particulier, il nous apprenait régulièrement beaucoup de choses. Et il a dit, il a fait cette proposition autour de 47-48, la rue du 23 mai, mais ça n'a été admis que beaucoup plus tard. Mais la rue du 23 mai, c'est une petite rue entre l'église de Terre-Saint-Vélis-Fouettant et puis le siège du Parti communiste qui est là. Mais ça montait vers la Trénelle, mais c'était une impasse. Il n'y avait pas Césaire par la suite a ouvert le chemin qui monte depuis la rue du 23 mai jusqu'au 22 mai, jusqu'à la place du 22 mai. Donc c'est vraiment rallier l'histoire du 23 au 22. Mais c'est vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile le 22 mai. Non, ça n'a pas été facile au début. Césaire a proposé pour la première fois en 1977, me semble-t-il, que l'on célèbre le 22 mai et qu'on fasse dans les écoles en particulier, que ce soit un jour de congé pour les écoles. Et il avait le droit effectivement de faire cette proposition. Évidemment, le recteur de l'époque, qui est un nègre en plus, le recteur de l'époque, il a refusé. Et bon, ça fait toute l'histoire. Mais il a fallu attendre 82 pour que le gouvernement prenne cette décision d'accorder. Bon, je ne dis pas aux colonies le droit de célébrer l'abolition de l'esclavage à la date qui leur conviendrait le mieux, mais c'est seulement en 1983 que nous avons pu avoir le 22 mai comme une date, retenir le 22 mai comme la date pour nous. Mais les Guadeloupéens ont choisi une autre date, c'est le 28 mai, la révolution de 1802 dont je vous ai parlé. Les Guadeloupéens ont choisi une autre date, les Guadeloupéens 28 mai, les Guyanais... C'est le 4 juin, oui. Oui. Et les Réunionnais décembre. Parce que les colons guadeloupéens et réunionnais avaient obtenu que l'on envoie, de façon à leur permettre de faire la récolte, on a permis de fêter ça. Moi, je trouve ça ridicule. Très honnêtement, je trouve ça ridicule. Mais enfin, bon. Nous connaissons le combat que Christiane Taubira a mené pour que la date du 10 mai soit reconnue comme une date nationale dans l'Hexagone. Que pensez-vous de ce... Ben oui, c'est la 4e date, si je veux dire. Puisque c'est maintenant le 10 mai qu'on fait, en fait, qu'on célèbre l'abolition de l'esclavage. Enfin, pas l'abolition de l'esclavage d'ailleurs, mais la condamnation de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Moi, j'ai écrit un livre, un chapitre qui est très dur d'ailleurs, sur ça. Et c'est le dernier chapitre de mon livre. Que nous rappelons qui est 10 semaines qui ébranlèrent la Martinique. Comme nos auditeurs malheureusement n'ont pas l'ouvrage sous les yeux, donc juste pour que vous sachiez... Non, je crois que c'est fini, mais ça sera réédité, d'après ce que j'ai compris, on m'a dit, ça sera réédité bientôt. C'est une polémique. À l'époque, je crois que j'ai eu raison, je considère que j'ai eu raison de le faire. Mais enfin, c'est une bonne chose que Christiane ait réussi à faire
condamné l'esclavage comme crime contre l'humanité par le gouvernement français, sinon par le peuple français, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Enfin, tout de même, les Américains, ils n'ont pas encore condamné l'esclavage comme crime contre les Anglais. Ça les intéresse beaucoup plus la situation de l'Europe. Les Danois, les Hollandais, les Italiens, et le Japon. Nous, on est les champions de l'appel à l'histoire. Mais enfin, Est-ce une mauvaise chose que d'être les champions de l'appel à l'histoire ou une très bonne chose? Je pense que reconnaître Oui, certainement, reconnaître ça. Mais si vous voulez, dans le décret du 27 avril, et dans le décret du 4 mars, il y a une idée sur laquelle Schellcher a beaucoup insisté, c'est sur l'idée, c'est le crime contre l'homme. Alors, c'était pas crime contre l'humanité, mais c'est une expression qu'on trouve dans Schellcher, dans tous les ouvrages de Schellcher. Non, mais cela dit que le gouvernement français accepte ça, c'est une bonne chose, si vous voulez. C'est une bonne chose. Mais ça n'apporte pas, me semble-t-il, grand-chose à la connaissance de l'histoire de l'abolition dans les colonies françaises ou d'une manière générale, sur l'histoire de l'esclavage. Parce qu'encore une fois, l'esclavage par la France, c'est une toute petite partie de l'esclavage. Nous avons quelque chose comme, 3000 bateaux négriers, un petit peu plus que 3000 bateaux négriers qui sont partis des ports de France. Mais il y a quelques milliers de bateaux qui sont partis de Liverpool, de toutes les grands pays européens. Suite et fin de votre émission spéciale commémoration de l'abolition de l'esclavage en compagnie de notre invité Édouard Delépine. Nous vous faisons un bref rappel de ce qui a été dit durant toute l'émission. Donc, nous avons parlé du commerce triangulaire, de la traite des esclaves arrivés, la traite négrière des esclaves arrivés en Martinique. Donc, de comment ils vivaient. Nous avons parlé aussi du Code noir. Nous sommes arrivés au moment où nous avons parlé de l'abolition de l'esclavage, mais des 10 semaines qui ont été vraiment, où il y a eu vraiment le soulèvement des esclaves en Martinique, avant justement cette fameuse date du 22 mai 1848. Et maintenant, nous allons poursuivre avec cette dernière partie où nous étions en train de parler de cette vraiment commémoration, de ce qu'il en est, du fait que le 10 mai a été retenu aussi en métropole comme date pour crime contre l'humanité, grâce à la lutte que nous rappelons que Christiane Taubira a longtemps menée face à cela. Et nous étions en train d'en discuter peu de temps avant cette pause. Et Monsieur Delépine était en train de me parler justement d'un décret qui a été publié le 22 mai. Donc, vous nous disiez quoi à ce sujet, Monsieur Delépine? Le décret qui a été publié pour l'abolition de l'esclavage. Le décret du gouverneur Rostolan, c'est celui-là. Oui. C'est le décret qui tient compte de ce qui s'est passé dans la nuit du 22 mai et au début du 23 mai. Et nous avons tendance à considérer que c'est ce décret-là qui est important. En réalité, le décret qui abolit l'esclavage dans les colonies françaises, c'est un décret du 27 avril. Ce décret du 27 avril ne parvient à la Martinique que le 4 juin. Le décret prévoyait que l'abolition aurait lieu 2 mois après la Révolution, après l'arrivée de ce décret dans la colonie. Donc au mois d'août. Le 4 août, voilà. Par conséquent, pour nous. Nous avons aboli l'esclavage, par conséquent, environ 2 mois et demi avant. Et nous avons tendance à considérer que nous, Martiniquais, nous avons aboli l'esclavage. C'est vrai que nous avons, là, en ce moment, contribué à la publication du décret du 23 mai, mais que l'esclavage, encore une fois, a été aboli en Guadeloupe, à La Réunion, au Sénégal, en Guyane,
où il n'y a pas eu, à l'époque, de révolution, il n'y a pas eu de mouvement. Bon, alors, c'est vrai que les Guadeloupéens peuvent parler de révoltes qui ont eu lieu en Guadeloupe comme en Martinique d'ailleurs, mais notamment de cette révolte de 1802 à la Guadeloupe, qui était dirigée entre autres par un Martiniquais, Delgrès, c'est pas un Martiniquais. Mais enfin, c'est une bonne chose. Alors qu'il y ait maintenant une 4e date, pas seulement le 22 mai, pas seulement le 4 juin, pas seulement le 23 ou 24 décembre, je ne me rappelle plus, à La Réunion, pas le 27 avril, bien entendu, mais le 10 mai, parce que c'est l'abolition de l'esclavage. Je n'ai pas l'impression que ça ait changé beaucoup de choses. Je n'ai pas l'impression, enfin, au niveau de la Martinique, tout au moins, au niveau de la Martinique. Maintenant, de point de vue général, d'abord pour l'ONU, pour le monde entier, c'est vrai, reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité, c'est un progrès par rapport à ce qui était considéré avant comme une espèce de... l'esclavage, c'est une honte, c'est vrai. Mais on avait tendance à faire ça de façon très, très superficielle. Tandis que le décret du 22 mai, le décret du 10 mai, pas le décret mais la loi qui condamne l'esclavage comme un crime contre l'humanité, a une portée beaucoup plus générale, beaucoup plus globale. Et encore une fois, pour la France, c'est certainement une chose extrêmement importante. Mais je ne suis pas persuadé que les Américains, que les Anglais, que les Portugais, que les Espagnols, les Hollandais, aient le même sentiment que nous sur ce sujet-là. D'accord. Nous savons que, bien sûr, Victor Schœlcher a œuvré pour cela. Nous savons que certains ont dit que Victor Schœlcher n'a pas vraiment été l'homme de la situation. Certains le disent. Mais que pouvez-vous nous dire en quelques mots à ce sujet? Ceux qui l'ont dit, ce sont des ignorants absolus. Ce sont des gens qui ne connaissent rien à l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Et il y a un homme qui connaît parfaitement Victor Schœlcher. Je publie dans ces 4 volumes, il y a une demi-douzaine de discours de Césaire ou d'interventions de Césaire. Et il y en a un qui est du 21 juillet 45, c'est-à-dire 21 juillet 45, et juillet 45, c'est la naissance de Victor Schœlcher en 1804. Césaire est élu à la mairie de Fort-de-France en mai, c'est-à-dire il y a à peine 2 mois. Qui est élu quand il prononce ce discours du 21 juillet. Et il y a un discours qui est fondamental, qui est le discours du 22 à 27 avril 1848, qui est prononcé à la Sorbonne. C'est une cérémonie extraordinaire. Et c'est l'un des plus grands discours de Césaire. Et il y a un discours qui est prononcé en décembre, 30 décembre 50. C'était pour l'inauguration de la place de l'abbé Grégoire. Il y a un discours qui est prononcé en 51, 21 juillet 51, toujours pour l'anniversaire, le combat de Victor Schœlcher continue. Je pense c'est un discours extrêmement important parce que Césaire, pour la première fois, indique ce qui a manqué à Schœlcher, de considérer, il a traité l'esclavage d'un point de vue social, d'un point de vue politique, mais pas du point de vue national. Oui. Et je crois que ce discours-là est extrêmement important. Il y a un discours de Césaire qui est de juillet, je ne sais pas du 21 juillet, mais parce que le journal paraissait le 18 juillet, me semble-t-il, 58, c'est-à-dire après sa rupture avec le Parti communiste 56. Oui. Et puis il y a le discours de 82, de décembre 82, au moment où on va reconnaître l'abolition de l'esclavage, soit au 22 mai pour ce qui nous concerne, mais pour permettre aux autres de ça. Mais enfin, ces discours-là sont des discours vraiment fondamentaux, à la fois dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire de l'appropriation par les Martiniquais de leur histoire, de la constitution de l'identité martiniquaise, de ce qui fait la force de ce peuple martiniquais. Et ça, je crois que, malheureusement, me semble-t-il, en tout cas,
je suis pas sûr que les Martiniquais aient vraiment tous pris conscience de ça. C'est vrai que, Césaire apparaît comme un has-been. Il y a les hommes du passé, etc. Mais non, pas du tout. Moi, je crois que, en tout cas, j'ai les 18 dernières années, de 98, du moment où j'ai pratiquement arrêté d'être un militant, d'être absolument un militant, j'ai passé ça à essayer de rassembler ces 400 textes de Césaire, un petit peu partout, aux archives à la Martinique, et puis dans mes propres archives, à Aix-en-Provence, à la Rodino, à Nantes, à Bordeaux, au Québec, partout où on a gardé les traces de Césaire. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler à Martinique, Nord TV ou sur Nord FM, oui. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler parce que c'est vraiment des textes extrêmement importants et très difficiles à trouver. Voilà, nous rappelons que ces textes se trouvent dans un ouvrage en 5 volumes que vous avez écrit, Aimé Césaire, écrits politiques, et nous avons vraiment tous les écrits politiques d'Aimé Césaire. Tous les écrits politiques, comme député, comme maire, comme conseiller général, comme conseiller régional, et surtout comme intellectuel nègre. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important, à mon avis. Voilà, nous pouvons nous procurer justement ces 5 tomes. Oui, le discours sur le colonialisme, oui, qui est un discours qui a été publié une première fois en 1948, mais qui a été changé un petit peu. Ça a été revu en 1950 par les communistes, et puis en 1956, ça a été publié par Présence africaine. Mais le discours de Césaire, sur le 22 mai 71 à Fort-de-France, mais les différents textes de Césaire comme député, ce n'est pas moi qui me suis occupé spécialement des termes, c'est un savant. Non, c'est un médecin, mais un médecin qui s'appelle René Hénan, et qui est, à mon avis, l'un des meilleurs connaisseurs de la poésie de Césaire, mais qui se révèle aussi un des grands connaisseurs de la politique de Césaire, parce que les discours qui sont choisis, il y en a 40, d'un discours de Césaire qui sont parmi les plus importants là-dessus. Il a été de 1945 à 1982, Césaire est resté député jusqu'à 1993. C'est bien, il a écrit un peu plus de 40 discours en 48 ans de présence à l'Assemblée, mais il est resté maire 56 ans, de 45 à 2001, et par conséquent, il y a beaucoup de textes sur la construction de l'Afcadio, par exemple le parking de l'Afcadio, ou bien sur la construction du stade, qui est aujourd'hui le stade Pierre-Aliquer, ou bien sur les transformations de la ville de Fort-de-France. Puis, sur les problèmes généraux, les problèmes des relations avec les États-Unis, le problème de la négritude, le discours qu'il prononce à Miami en 1987. C'est un discours fondamental pour comprendre les positions de Césaire sur ces problèmes de la négritude. Nous aurions tant à dire sur ces différents écrits d'Aimé Césaire. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Nous sommes obligés de vous dire que, effectivement, ces bouquins, donc ces livres, Aimé Césaire, écrits politiques, nous pouvons les trouver dans toutes les librairies de la Martinique. Toutes les librairies, malheureusement, peut-être pas encore, en tout cas. C'est un des problèmes que nous avons ici. Il paraît qu'on lit de moins en moins dans ce pays. Moi, ça reste à voir. S'il s'agit des écrits d'Aimé Césaire, je pense que certains vont chercher à les avoir. J'espère. Mais enfin, pour l'instant, vous n'avez pas entendu parler. Il y a une jeune femme qui m'a téléphoné ce matin, qui vous ressemble un petit peu d'ailleurs. Elle est à Martinique Première. Elle s'appelle Patricia. Oui. Patricia, je crois qu'elle va faire un truc. Et je pense que ça passe demain, je crois. Nous resterons sur Martinique Nord TV, si vous voulez. Demain midi.
Mais c'est un truc qu'elle a enregistré, mais elle viendra me voir pour sur ça. Bon, je pense que nous irons bientôt au François, sur Radio Sud-Est, sur KMT. Bon, là, on commence à parler des autres chaînes. Oui. Je n'ai rien contre mes collaborateurs des autres chaînes, mais malheureusement, l'heure est arrivée, l'heure pour moi de rendre l'antenne. Et je vous remercie beaucoup, Édouard Delépine, de nous avoir accordé ces 2 heures pour notre émission. Émission au cours de laquelle nous espérons que vous avez vraiment compris un peu plus la traite négrière et tout ce qui a conduit justement à notre libération du 22 mai 1848. Chers amis auditeurs, bon appétit et bonne fin de journée à tous.